Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, je vous parle de l'endométriose. La question qui m'a été posée, c'est comment peut-on réduire les symptômes de l'endométriose? Alors l'endométriose, quand on en parle très souvent, on va nous dire que c'est une problématique hormonale. C'est lié à un déséquilibre hormonal. Mais ça, c'est très facile, c'est très simple et très flou à la fois. Parce qu'en fait, un déséquilibre hormonal, ça veut un peu tout et rien dire. D'une part, un déséquilibre hormonal, ça peut provenir des perturbateurs endocriniens, mais ça peut également provenir de notre état émotionnel ou encore provenir de notre environnement interne, externe, qui va générer un état inflammatoire. Moi, je vous dirais plutôt que c'est une maladie d'élimination chronique et une maladie qui survient, ou qui résulte plutôt de l'état de surmenage du corps, un état de surcharge qui est bien trop important et qui va générer une adaptation au niveau de l'endomètre pour favoriser l'élimination. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que nous possédons trois organes, trois émonctoires majeurs, le foie, les reins et les poumons. Ces trois organes majeurs ont pour but et pour rôle de faire le grand nettoyage au quotidien, en permanence dans notre corps. Lorsqu'il y a un état de surcharge, c'est-à-dire qu'on leur en demande trop par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, de supporter, cet état de surcharge va créer un encrassement excessif, va créer un encombrement excessif dans le corps. Et pour éviter que cet encombrement devienne problématique, notre organisme s'adapte. Et cette adaptation, c'est la mise en route d'organes relais, d'organes secondaires qui n'ont pas pour vocation initiale de faire de l'élimination accrue de toxines. Et ces organes vont se mettre à faire ce travail pour soulager ces trois émonctoires majeurs. Le plus souvent, il s'agit de la peau et des muqueuses. La peau, il peut y avoir plein d'éruptions cutanées diverses et variées, ainsi qu'une transpiration odorante ou encore abondante. Au niveau des muqueuses, ça peut être la sphère ORL, ça peut être la sphère bronchique, ça peut être le système digestif, et pour les femmes, la sphère gynécologique. Il suffit alors que le corps décide de passer plus par la sphère gynécologique que par une autre zone, et nous allons avoir une endométriose qui va se développer. Alors l'endomètre, c'est le nid, c'est ce qui va permettre de faire nidifier, accrocher l'ovule pour qu'il puisse être fécondé, qu'il puisse se développer en fœtus, qu'il puisse se développer ensuite dans le futur bébé. Et quand il n'y a pas cette fécondation, l'endomètre va se détacher, il va desquamer. Donc d'une certaine manière, l'endomètre, c'est un peu ce qui va tapisser l'utérus. Dans le cas de l'endométriose, cette situation, elle est bien sûr régulée toujours par le cycle hormonal, mais elle va être exacerbée, amplifiée. Il va y avoir une hypertrophie de l'endomètre qui va devenir plus épais, mais qui va également devenir plus étendu. Et grâce à cette épaisseur et cette extension, il va avoir une plus grande capacité d'élimination. Ce qui fait qu'il va y avoir des douleurs qui peuvent être présentes pendant le cycle, mais également en dehors du cycle. Parce que lorsque l'endomètre desquame, normalement, ce n'est pas obligatoirement très douloureux. Ce n'est pas non plus obligatoirement accompagné de saignements abondants. Une desquamation normale de l'endomètre, ça peut être avec des douleurs très légères et un saignement qui est à peine perceptible ou un flux sur 24-48 heures, mais assez léger. Quand il y a des saignements abondants, c'est qu'il y a déjà un travail de nettoyage qui se fait, un travail de drainage qui se fait par cette voie qui est active avec le cycle. Dans le cas de l'endométriose, c'est présent plus ou moins en permanence par rapport à cette inflammation, à cet afflux sanguin qui va se faire dans cette zone qui sera plus important que d'habitude parce que cet endomètre est hypertrophié. Donc il va y avoir une génération d'inflammation chronique. Normalement, elle devrait être aiguë juste au moment des cycles pour favoriser cette élimination. Et là, elle va devenir chronique dans le cas de l'endométriose. Ce qui fait que les saignements peuvent être très abondants pendant le cycle, mais également en dehors du cycle. Et on pourrait avoir un aspect comparatif avec, par exemple, des saignements que l'on pourrait observer au niveau de l'intestin.
lorsque l'intestin est trop irrité, trop inflammé. Mais là, c'est la même chose au niveau de l'endomètre. Il y a une activité qui génère une inflammation très forte qui aboutit à ces saignements. Et ensuite, en dehors de ces inconforts de douleur et de saignement, il peut y avoir encore d'autres choses avec des gènes au niveau du transit et plutôt de la constipation qui peut s'installer ou des fois des crises de diarrhée. Il peut y avoir des gènes au niveau de l'émission d'urine ou encore de la sexualité. Et je rencontre aussi beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'endométriose, qui ont des problèmes digestifs. Le ventre qui gonfle, une digestion qui est de mauvaise qualité. Alors tout cela va nous ramener à 3 facteurs que je viens de vous présenter, c'est-à-dire la pollution, avec les perturbateurs endocriniens, mais d'une manière générale l'encrassement du corps, avec notre état émotionnel, et avec également l'inflammation. On va essayer de calmer l'inflammation. Alors la pollution, la première chose, c'est essayer de réduire cette pollution, cette exposition. Les cosmétiques, mais aussi tous les perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans l'alimentation, par exemple. Réduire cette exposition à la pollution va déjà aider le corps à souffler. Ensuite, réduire la pollution, c'est drainer l'organisme. Mais drainer l'organisme, ça peut être des cures détox, donc alléger l'alimentation, retirer certains aliments, faire une cure alimentaire relativement légère. Ça va aider le corps à souffler. Ça va avoir aussi un effet conjoint sur l'inflammation d'ailleurs. Parce que quand on fait une cure en allégeant l'alimentation, on soulage le système digestif, le corps va pouvoir plus récupérer et donc drainer plus efficacement, mais aussi dans ces phases alimentaires, on va moins apporter de toxines et apporter beaucoup plus proportionnellement de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'éléments qui vont aider le corps à lutter efficacement contre l'inflammation. Au-delà de cette dynamique de réduire les toxines et particulièrement celles qui vont avoir des effets sur la sphère hormonale, on va jouer sur l'inflammation. Comment est-ce qu'on peut réduire l'inflammation? Agir sur les aliments. Il y a des aliments ou une alimentation qui sera plutôt anti-inflammatoire. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous mets le lien en description de cette vidéo et vous pouvez la retrouver aussi ici sur l'écran. Alors l'alimentation anti-inflammatoire, en quelques mots, on va essayer de réduire et de supprimer un certain nombre de choses. L'alcool, le sucre, les produits raffinés, transformés, les graisses cuites, les acides gras trans, toutes ces choses-là déjà vont aider à réduire le facteur inflammatoire, il y aura moins d'agressions qui pèseront sur le corps. Ensuite, on va mettre plus de fruits et de légumes dans l'alimentation. On va essayer d'apporter plus ces éléments qui vont contribuer à atténuer l'inflammation. On peut également enrichir l'alimentation en oméga 3, ça peut jouer dans le bon côté de la balance. Mais jouer sur l'inflammation, ce n'est pas que le choix des aliments, c'est aussi la composition de l'assiette. Ce que l'on met dans une assiette et notre capacité à digérer ce que nous mangeons va jouer un rôle important. Parce que quand nous digérons bien, nous nourrissons mieux notre corps et nous l'encrassons moins. Quand nous digérons mal, bien sûr, nous nourrissons moins bien notre corps, nous l'encrassons plus parce que en plus des toxines présentes dans les aliments, il va y avoir tout ce qui est généré dans l'intestin. Mais c'est encore pire que ça parce qu'on fatigue l'organisme avec une digestion qui va demander plus d'efforts, plus de travail. On va déséquilibrer le microbiote intestinal et avec le déséquilibre du microbiote intestinal, on va avoir une évolution avec une baisse de ce qu'on appelle les bonnes bactéries et parmi ces bonnes bactéries, il y a des bactéries qui ont un rôle anti-inflammatoire. Et une hausse d'autres bactéries qui vont libérer plus de toxines, donc générer plus d'inflammation. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, la digestion. Mastiquer plus, mais également composer son assiette d'une manière cohérente pour favoriser une meilleure digestion, que les aliments entre eux passent correctement, se digèrent correctement. C'est ce que j'appelle les combinaisons alimentaires favorables. Au-delà de ces aspects, bien sûr, on va pouvoir aussi aider le corps par le biais de compléments, micronutrition, plantes, pour jouer sur l'inflammation et pour aider le corps à mieux récupérer quand il y a un état inflammatoire chronique, les antioxydants. Parce que quand il y a une inflammation, il y a oxydation. Donc lorsque c'est chronique, c'est problématique, lorsqu'il y a une oxydation importante. Donc on va essayer de réduire cette inflammation et
en accompagnement, on peut réduire un peu l'oxydation avec des antioxydants. Plus de fruits, plus de légumes, ça c'est important. Mais on peut apporter d'autres antioxydants en plus en complément à l'alimentation, en plus de ça. On peut également retrouver des classiques comme la vitamine D, la vitamine C par exemple, le zinc, le magnésium, qui n'est pas spécialement antioxydant, mais qui va jouer aussi un rôle important dans de nombreux mécanismes de régulation du corps. Et le magnésium, beaucoup de personnes en manquent. Donc toutes ces choses-là, on peut y aller sur la micronutrition. Et puis au niveau des plantes, il va y avoir des plantes qui peuvent aider éventuellement au drainage, à soutenir le foie par exemple. On peut également avoir des plantes ou des épices qui peuvent jouer sur l'inflammation. On va vous parler du calendula par exemple. On peut vous parler du curcuma ou d'autres épices. Il y a des plantes ou d'autres épices qui peuvent avoir un rôle plus symptomatique, plus pour soulager cet épisode d'inflammation. Mais le but de toute cette dynamique, c'est d'établir, on va dire, une sorte de programme pour avoir une alimentation du quotidien qui va être ponctuée par des périodes d'allègement alimentaire. L'alimentation au quotidien va aider à calmer le jeu, à apaiser cette inflammation quotidienne, et les cures vont vraiment aider le corps à récupérer plus efficacement. Et si on arrive à créer une dynamique efficace, on va pouvoir petit à petit calmer de plus en plus cet état d'inflammation, aider le corps à récupérer de plus en plus, et à ce moment-là, pouvoir voir un certain nombre de symptômes, en tout cas réduire l'intensité d'un certain nombre de symptômes. Et dans certaines situations, ça peut même disparaître. Mais comme vous le comprenez, comme je parle ici de surcharge du corps et de réaction du corps adaptative à son environnement, mais cette situation peut apparaître très tôt. C'est-à-dire que je vois des fois des mamans qui sont surprises et qui me disent « Ah, ma fille, elle a 15 ans, elle a une endométriose. » Oui, parce que ça peut arriver à 15 ans. En fait, ce n'est pas le nombre des années qui fait qu'on a une endométriose, c'est l'état de surcharge du corps et la voie que le corps va utiliser pour éliminer plus efficacement. Donc chez certaines personnes, c'est la peau, chez d'autres, c'est cette sphère gynécologique. Dernière chose, la sphère émotionnelle, l'aspect psycho-émotionnel. C'est quelque chose qui est important, dont il faut tenir compte dans les cas d'endométriose. Particulièrement si on voit qu'un certain nombre de changements d'alimentation, d'hygiène de vie n'apportent pas de grand soulagement. Ou encore, si on identifie déjà très clairement en amont qu'il y a une problématique psycho-émotionnelle. L'endomètre, c'est le nid. Le nid, ça veut dire c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est la protection. Ça veut dire que tout ce qui touche à cela peut amener, d'une certaine manière, à favoriser le développement de ce trouble. Donc ça peut être la relation à sa propre mère, ça peut être la relation à sa propre maternité, avoir envie d'avoir un enfant, désirer très fort un enfant, mais se dévaloriser, ne pas se sentir à la hauteur, penser que nous ne sommes pas capables d'y faire face. Et ça peut aussi être un aspect plus symbolique. C'est-à-dire quand on a un projet, par exemple, on développe quelque chose, on est sur un projet professionnel, quelque chose qu'on est vraiment en création et qui nous prend, on va dire, aux tripes fortement, et bien très clairement, si on vous l'enlève ou si vous avez envie de ce projet et que ça touche à ce bébé que vous êtes en train de créer, mais ça pourrait avoir des répercussions du même type. Donc s'il y a des choses comme ça qui résonnent en tout cas, il peut y avoir tout intérêt à se pencher sur cette sphère émotionnelle, parce qu'il peut y avoir des choses intéressantes à débloquer. Passez une belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.